violation des droits et des difficultés d'accès dénoncées par l'association des personnes en situation de handicap. Un appel fort pour une meilleure intégration sociale et économique de cette communauté vulnérable. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Publication officielle de la liste des médias conformes aux dispositions du Code de la presse. Sur les 380 médias enregistrés sur la plateforme de déclaration, seuls 112 sont jugés conformes selon le ministre de la Communication, des télécommunications numériques. Les autres ont 72 heures pour régulariser leur situation. Sinon, des sanctions pourraient être prises. Mamadou Kanté Papistem. Après plusieurs jours d'attente, les rideaux sont enfin tombés. Le ministre de la Communication et de la Télécommunication a rendu public la liste provisoire des médias conformes avec les dispositions du Code de la presse. Si nous regardons par rapport aux 535 initialement identifiés. Par rapport aux 535 initialement repérés lors de l'état des lieux, 380 se sont enregistrés sur la plateforme et parmi eux, seuls 112 sont conformes au Code de la presse. Enregistrés sur la plateforme, ils sont en conformité. Selon Alioune Sall, l'analyse des dossiers a été faite sur la base de certains critères définis au préalable. Si vous avez ces critères, les médias audiovisuels. Parmi les critères concernant les médias audiovisuels, il faut qu'ils disposent d'une autorisation du ministère de la Communication, un cahier des charges et surtout, il est aussi intéressant à signaler que la licence accordée par l'État est individuelle et ne peut être cédée à une tierce personne. Accordé. Licence c'est personnel. Quel monde peut céder, quel monde peut dire. Les médias enregistrés non conformes ont 72 heures pour se conformer aux dispositions du Code de la presse. À travers la plateforme, nous allons envoyer dès aujourd'hui des notifications pour informer les médias des motifs de non-conformité. Et ils auront jusqu'à la fin de la semaine pour éventuellement apporter des pièces pouvant leur permettre de répondre aux critères. Plusieurs mesures d'accompagnement sont prévues pour les médias conformes au Code de la presse, notamment des leviers de financement dont l'augmentation de l'enveloppe dédiée au fonds d'appui et de développement de la presse qui va passer de 2 à 4 milliards de francs CFA. Et le CEDEPS monte au créneau après la publication de la liste des médias conformes au Code de la presse. Maïmouna Ndourfaye et Mamadou Ibra Kane dénoncent une tentative de museler certains médias ciblés. Selon eux, aucune notification de manquement ne leur a été adressée. Ils prévoient ainsi des recours en justice et comptent alerter la société civile, les autorités religieuses et l'opinion internationale. Un tsunami à plein cœur du paysage médiatique sénégalais. La liste provisoire des organes de presse reconnus par l'État a charrié bien des surprises. De grands organes de presse ont été exclus pour non-conformité aux dispositions du Code de la presse. Pour le patronat de la presse, ce filtre n'est qu'une étape d'un processus ourdi par le gouvernement dans le but d'enrayer de la carte médiatique les voix discordantes. C'est en réalité toute la procédure, tout l'écosystème des médias qui est aujourd'hui totalement bouleversé par des positions qui, il faut le dire de manière objective, sont des positions politiques contre les médias au Sénégal. Ce n'est non plus une menace même, cette menace-là maintenant est devenue une réalité avec les agissements du ministère de la Communication. Le CEDEPS dénonce le fait de ne pas avoir été impliqué dans les travaux ayant abouti à la publication de cette liste à controverse. Pour le CEDEPS, il n'est même pas du ressort du ministère de la Communication de valider ou d'invalider l'existence d'un organe de presse. Le ministre de la Communication a voulu se fonder sur l'article 94 du Code de la presse qui demande l'enregistrement des entreprises de presse au niveau du ministère de la Communication pour en tirer des conséquences de droit qui sont en réalité totalement
disons, inadaptées. Le CEDEPS compte attaquer devant la justice la décision du ministre. Nous allons nous battre par tous les moyens de droit également et nous allons donc, du point de vue de la justice, tenter d'infirmer les 2 arrêtés pris par le ministre de la Communication. Ils appellent à une jonction des acteurs des médias afin de bloquer ce qu'ils qualifient de graves menaces sur la liberté d'expression et la démocratie au Sénégal. Que ce soit le patronat, que ce soit les autres acteurs, tous pour faire front contre ce que j'appelle la forfaiture du ministre de la Communication contre la liberté de presse et la liberté d'entreprendre. On va ainsi vers une bataille d'opinion. Le CEDEPS n'exclut pas l'idée d'internationaliser le combat pour le triomphe de l'état de droit au Sénégal. Le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal, CEDEPS, exhorte le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias CORED à assumer ses responsabilités face à ce qu'il considère comme une violation flagrante du Code de la presse. Pour Maïmouna Ndour Faye, patronne de la 7TV, Mamadou Thior, président du CORED, doit refuser de se rendre complice de ce qu'elle qualifie de meurtre orchestré par le gouvernement contre les médias. Ñom ñi CORED nek ci entité bobu nañu jël sen responsabilité. Je demande aux membres du CORED de prendre toutes leurs responsabilités. Depuis lors, le Sénégal traverse une crise politique et le CORED n'a jamais assumé sa position. Ils ont toujours choisi leur combat, les luttes à défendre. Ils s'en ont pris à des professionnels des médias et pourtant tous les jours, des gens qui n'ont pas le droit d'exercer ce métier animent des tribunes pour jeter le discrédit sur d'honnêtes citoyens et ils se taisent face à ces dérives. Le CORED n'a jamais fait des remontrances à certains médias par rapport aux règles d'éthique et de déontologie. J'exhorte Mamadou Thior à refuser cette complicité de meurtre que le pouvoir est en train de perpétrer à l'encontre des médias. Sa posture n'est pas rassurante. Comment il a pu laisser passer une décision si inique alors qu'il siège dans cette commission? Mu bañ a nekk complice de ce meurtre qu'on est en train de commettre. Le gouvernement chercherait à écarter de la sphère médiatique certains organes de presse jugés critiques à son égard. C'est du moins la conviction de Adama Fall. Le chroniqueur dénonce une démarche qu'il qualifie d'illégale, estimant qu'elle va à l'encontre des principes de la démocratie et de l'état de droit. Ça a été une surprise générale dans le cadre de la publication des listes, surtout que dans un pays normal, on ne doit pas publier des listes pour dire que ces médias-là sont conformes par rapport à la code de la presse. Parce que quand même, pour la création de médias, nous sommes dans le régime de la déclaration. Donc quand on parle de régime de déclaration, normalement, tous les médias doivent pouvoir émettre. Aujourd'hui, c'est des surprises parce que nous avons vu que le journal Le Quotidien n'est pas dans les règles, cette TV n'est pas dans les règles, c'est un problème. Maintenant, dans la stratégie, ce n'est pas une surprise politiquement. Pourquoi? Parce que ces gens pensent que ces médias-là sont contre eux, ne respectent pas les lignes éditoriales, c'est-à-dire ne les soutiennent pas dans leur communication. Ce qui est grave dans une république, c'est ce qui est grave parce qu'un média ne doit pas appartenir à un État, un média ne doit pas appartenir à une corporation, un média ne doit pas appartenir à un parti politique. Donc aujourd'hui, si nous voyons cette publication, nous pensons que c'est de l'arbitraire. C'est du forcing qu'ils sont en train de faire. C'est pour bâillonner les médias, c'est pour bâillonner certains médias, c'est pour exclure certains médias. Et cette stratégie a existé aux États-Unis dans les années 1940-1970. C'est ça qu'on appelle le making bird. Les médias qui ne sont pas avec le pouvoir sont exclus. Les autres médias, on leur donne des éléments de langage, on leur donne des papiers qui sont favorables à cet état-là pour manipuler l'opinion publique. La publication des listes des médias légaux par le ministre de la Communication suscite une nouvelle controverse dans le secteur. Mody Guiro, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, appelle au dialogue entre les acteurs pour établir des règles équitables. Ces propos sont recueillis par Moussa Mané et Papa Sarr. Au Sénégal, notre tradition, c'est la liberté. Mais toute liberté également doit être au moins également encadré.
encadré d'une certaine façon, responsable. Je pense que l'État devrait au moins essayer aussi de soutenir la presse, mais pas n'importe comment, bien sûr. Il faudrait donc que les règles du jeu soient bien établies par le dialogue, je pense, entre les associations de la presse et ceux qui les dirigent, et les membres du gouvernement, et particulièrement le ministère de la Communication. Je pense que dans la mise en œuvre de cette réglementation, il y a toujours une possibilité donc, d'accompagner, de sensibiliser et de voir également les goulots d'étranglement, les difficultés des uns et des autres. Et dans un dialogue constructif, je pense que les gens peuvent, tous les acteurs peuvent trouver des solutions. Bien sûr, il faudrait donc que les règles du jeu soient bien établies par le dialogue. En bref, le fonds d'appui et de développement de la presse passera de 1,9 milliard à 4 milliards de francs CFA, a annoncé le ministre de la Communication, Alioune Sall. Lors de la publication officielle des médias conformes, il a également précisé que les redevances recouvrées seront reversées pour soutenir ce fonds. C'est une avancée significative pour un secteur stratégique, a-t-il déclaré. Abbas Fall, le nouveau ministre du Travail, suscite de grandes attentes dans un contexte de chômage trop élevé chez les jeunes. Mody Guiro plaide pour la préservation des droits des travailleurs et appelle au dialogue avec les syndicats pour relever ces défis. Les revendications sont là, c'est de défendre d'abord les emplois dans les entreprises, de les maintenir, de faire en sorte que les emplois ne ferment pas, de faire en sorte que d'autres emplois soient créés. Ça, c'est notre quotidien. Maintenant, comme vous le savez, la vie syndicale ne s'arrête pas seulement à la création d'emplois. Nous avons également des chantiers, n'est-ce pas? Le coût de la vie, la fiscalité, l'emploi, vous l'avez dit, l'employabilité des jeunes. Mais en vérité, les chantiers sont là et nous attendons donc de pouvoir les poursuivre avec lui. Et très certainement, dans les jours à venir, nous aurons l'opportunité d'aborder en profondeur toutes les revendications qui sont aujourd'hui sur la table du gouvernement ou bien en attente. Et le nouveau ministre des Transports, Yankhoba Diémé, est attendu au tournant par les syndicats. Gora Khouma et ses collègues espèrent qu'il va poursuivre les projets amorcés, notamment le renouvellement du parc automobile et l'organisation des garages. Un reportage signé Omar Thiam. Malgré des rapports heurtés par moments entre l'ancien ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, Gora Khouma n'a aucun regret du passage de ce dernier. Je connais cette personne, sa volonté, son sens d'écoute et l'application aussi des directives de ses supérieurs. Coopté à la tête de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye cède ainsi sa place à Yankhoba Diémé. Celui-ci est attendu au tournant par les syndicalistes des transports. Heureusement pour le nouvel entrant, il connaît un tout petit peu les rouages du secteur. Avec son parcours et son expérience, nous espérons qu'il saura relever les défis majeurs. Le message des syndicalistes est clair, limpide. L'ancien ministre du Travail doit engager les chantiers déjà en cours. Mais très rapidement, ce que nous demandons, c'est la relance du secteur des transports, avec la réalisation des 2x2 voies sur les corridors Dakar-Banjul, Dakar-Kidira et Dakar-Nouakchott, et aussi un renouvellement du parc interurbain qui va relancer non seulement le secteur des transports, mais qui va créer un nouveau visage pour le secteur du transport. Certaines réformes annoncées par l'ancien ministre, comme la réorganisation des gares routières, la lutte contre la surcharge, et la digitalisation des permis de transport. Puisque c'est la culture de l'État, tous ils reçoivent des instructions du Premier ministre et du Président de la République. Et c'est la nouvelle feuille de route que Yankhoba fera. Aussitôt arrivé, Yankhoba a déjà le soutien des syndicalistes qui comptent l'accompagner pour la réussite de sa mission.
En bref, lors d'une déclaration lundi soir, le Premier ministre Ousmane Sonko a remercié le chef de l'État pour la confiance renouvelée à la tête du gouvernement. Il a promis de s'attaquer aux urgences économiques et sociales, notamment la campagne agricole, la lutte contre la vie chère et le redressement des finances publiques à travers la loi de finances 2025. Par ailleurs, Abass Fall a été nommé ministre du Travail succédant à Yankhoba Diémé. Désormais, à la tête des infrastructures, le nombre de ministres reste inchangé. L'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a organisé ce mardi un atelier en collaboration avec ses partenaires. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'adhésion à l'initiative Setal Sunu Réew visant à promouvoir la propreté et le civisme. Pour Khadijatou Djamil Diallo, directrice générale de l'agence, cette démarche s'aligne sur le référentiel des politiques publiques présenté récemment par le nouveau régime, affirmant ainsi son soutien à cette vision stratégique. Lycée Malika Plage, par le canal de notre gouvernement scolaire, avons organisé cette marche. Les raisons qui nous ont poussé à marcher sont l'arrêt des travaux pour la construction de notre lycée situé vers Apix, la cantinisation à outrance autour du lycée, le manque de ralentisseurs sur la route principale et surtout devant notre lycée, la pléthore d'élèves qui étudient dans le lycée avec son lot de désagréments quotidiens, le manque de salles de classe. Pour toutes ces raisons énumérées ci-dessous, les élèves par le biais du gouvernement scolaire se voient dans l'obligation de réagir pour attirer l'attention des autorités administratives locales et de la population de Malika sur l'urgence, nécessité de prendre en charge et surtout faire d'une priorité la construction de notre lycée. Nous avons décidé aussi de manifester notre mécontentement autour de ces questions. Non pas de réponse. Voilà, c'était plutôt l'élément de Bakary Cissé sur les élèves du secondaire du lycée de Malika qui manifestent leur colère. Ils dénoncent leurs difficiles conditions de travail qui ont pour nom déficit de salles de classe, surcharge et manque d'enseignants. Nous reviendrons donc à l'élément de la petite enfance dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais dans les titres, ce 3 décembre est célébrée la journée internationale des personnes en situation de handicap. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes vulnérables au sein de la société tout en sensibilisant sur leur inclusion dans la vie politique, sociale et économique. À Ouakam, l'association des personnes vivant avec un handicap a marqué l'événement en dénonçant les nombreuses violations de leurs droits. Les membres ont aussi saisi l'occasion pour mettre en lumière leurs difficultés quotidiennes, notamment en matière d'accessibilité, d'emploi et de respect de leurs droits fondamentaux. Un reportage signé Djibril Diallo. Ils sont des handicapés moteurs, malvoyants et sourds-muets. Réunis autour d'une association, ils ont célébré la journée internationale qui leur est dédiée. Occasion pour eux de revenir sur leur quotidien. La majeure partie de ceux qui ont arrêté leurs études, c'est à cause de l'accessibilité. Donc normalement, tous les édifices publics et privés doivent respecter ces normes-là, ces normes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Nous cherchons l'autonomisation. Et l'insertion, je pense que ça aboutit à l'autonomisation, car déjà, nous savons que la plupart des personnes en situation de handicap, la majeure partie, je peux même dire plus de 75% des personnes handicapées ne sont pas scolarisées. Maintenant, c'est dû à plusieurs facteurs. Problèmes de transport, d'accès aux édifices publics, d'insertion sociale, la liste est longue. L'association des handicapés de Ouakam demande l'application de la loi d'orientation sociale qui pourrait, selon eux, être une solution à leurs difficultés. Si la loi d'orientation était respectée, là, tous nos problèmes allaient être résolus parce que dans cette loi, tout ça a été prévu. Cette journée était aussi une occasion pour ces personnes en situation de handicap de montrer leur savoir-faire, ce qui les permet d'être autonomes et participer au développement de leur pays.
Nous ne voulons pas nous retrouver dans la rue en train de tendre la main. C'est pourquoi nous restons dans le centre pour confectionner des articles. Le seul hic, c'est un problème de clientèle. Selon le rapport du 5e recensement général de la population et de l'habitat de 2023, sur les 18 millions de Sénégalais, 7,3 vivent avec un handicap. Parmi les députés de la 15e législature, 3 sont en situation de handicap. Cette association estime que c'est un bon début pour le respect de leurs droits. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Excellente suite des programmes sur la 7TV. Au revoir.